grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Le Mali fait face à une impasse dans la production de l'électricité depuis près d'un an. La fourniture en électricité ne répond pas aux besoins des populations. D'adaptation en résilience, les opérateurs économiques sont désemparés. Une réalité qui pousse aujourd'hui ces acteurs économiques à mettre la clé sous la porte. Les autorités promettent une amélioration, mais l'attente devient longue pour les populations. Comment le secteur privé survit-il à cette crise économique? Jusqu'à quel point elle impacte l'économie locale? On en parle ce soir avec Boubacar Nimaga, directeur de Formalis, il est au téléphone. Garaba Diallo, membre de l'Association des professionnels en électricité du Mali, APREMA. Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'Association des consommateurs du Mali. Et Dr Abdoulaye Ntiki Konaré, économiste. Et le thème du grand dialogue d'aujourd'hui est crise économique au Mali. Le secteur privé serait-il à l'agonie? Bonsoir, je suis Mariam Koulibaly. Le grand dialogue. Crise énergétique au Mali, le secteur privé serait-il à l'agonie? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. D'entre deux jeux, nous allons donner la parole à l'association des consommateurs. Monsieur Cheikh Abdelkader Fofana, ici sur le plateau. Quel est votre constat sur le terrain? Comment se portent aujourd'hui les entreprises privées au Mali, selon l'association des consommateurs? Merci pour l'invitation, madame. Et j'avoue que c'est un problème extrêmement important dans mon pays aujourd'hui, le problème énergétique. Et je crois que le titre est bien choisi. Le secteur privé énergétique est à l'agonie. C'est un constat que nous tous nous faisons. Mais peut-être nous n'abordons pas le problème sous le vrai angle. Et c'est quoi le vrai angle selon vous? Le vrai angle, c'est que je pense que nos cadres compétents ne font pas la différence entre l'ensoleillement et la chaleur. C'est-à-dire, oui. L'ensoleillement, c'est si vous vous levez le matin de bonne heure, vous fixez l'ouest jusqu'à ce que le soleil pointe. Et dès que le soleil pointe, si vous pouvez rester à le regarder jusqu'à ce qu'il se couche, vous restez. Et jusqu'à ce qu'il se couche. Alors, le temps que dure le soleil, de son lever ou de son coucher, vous multipliez ça par 365, c'est-à-dire si vous faites un cumul, c'est ce qui est l'ensoleillement. Je prends un pays comme la Norvège. La Norvège a 170 heures d'ensoleillement par an. Et le Mali en a plus de 3000. La Norvège est l'un des pays qui vend l'électricité. Elle est riche, elle possède le gaz, le pétrole, mais elle ne vend pas, elle n'utilise pas. Elle a des centrales thermodynamiques solaires, ce qui lui permet de tout faire avec l'électricité. Si je vous dis qu'il y a des choses de chez nous en Afrique que l'on va travailler en Norvège parce qu'ils ont de l'électricité. Et nous, on pense que c'est avec le pétrole qu'on fait de l'énergie ou de l'électricité. Pas du tout. C'est dire que les professionnels qui m'écoutent, qui sont du secteur électrique, et qui sont sur ce plateau aussi. Et il y en a sur ce plateau, oui, n'arrivent pas du tout à nous sortir de cette ornière, c'est-à-dire à nous proposer une centrale. Et on a fait couper le lien avec la France sur un certain nombre de choses. Je pense que c'est sur ce lien qu'il fallait se baser. Parce que la France n'a même pas de pétrole. Et elle a intérêt à ce que nous utilisions son pétrole pour faire de l'électricité. Ce n'est pas la solution. Le pays sur lequel, le premier, et qui a la licence même, c'est la Norvège. Je pense que si les spécialistes m'écoutent, s'ils réfléchissent, et qu'ils essaient de nous tourner vers là, on aura la solution. Mais tant qu'on sera sur le pétrole, il ne faut pas compter. Cela ne répond pas totalement à ma question qui est de savoir comment se portent actuellement les entreprises. Les entreprises sont à l'agonie. Oui. Je l'ai dit au début de mon intervention. Oui. Elles sont à l'agonie pratiquement toutes les entreprises qui travaillent avec l'énergie. Et on est tous presque dans le même cas, les architectes, les ingénieurs, les ingénieurs électriciens, mais qui doivent
nous donner la solution. Alors si eux ne nous donnent pas la solution, mais qu'est-ce qu'on fait? Le secteur privé ne saura pas d'où sortir. Si on attend du pétrole, ce n'est pas la solution. D'accord. Monsieur Boubacar Nimaga, vous êtes le directeur de Formalis. Qu'est-ce que déjà est Formalis avant de vous poser la question? Bonsoir. Oui. Formalis, c'est les communications télévisuelles et c'est matière là-bas. D'accord. Aujourd'hui, comment se portent les entreprises privées au Mali selon vous? Ah, maintenant là, on est fatigué. Hein? Comment? Avec les problèmes d'électricité là. Vous ne parvenez pas à travailler correctement et normalement? Non, même pas. Et vos journées au service, comment ça se passe? Bon, on fait qu'à utiliser seulement des groupes carburants, acheter seulement des gasoil. Sous nos économies, on met dedans dans les gasoil maintenant là. Tu vois, non? Et vous parvenez à travailler toute la journée avec vos moyens du bord? Avec les groupes. Avec les groupes. Vraiment, on est fatigué, vraiment. On est fatigué. Tu vois, non? Monsieur Garaba Diallo, vous êtes membre de l'association des professionnels en électricité. Sur le terrain, quel est votre constat? Est-ce que les entreprises privées parviennent à travailler correctement? Merci de l'invitation. Salut aux co-débatteurs. Oui. En fait, comme le président l'avait dit, le constat il est fait par tout le monde sur le terrain et puis c'est amer. Nous, de notre côté aussi, c'est ce que nous vivons comme les autres. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu as des travaux d'électricité à faire chez un client. C'est soit tu viens au cours des travaux, le courant est coupé, ou bien à la fin des travaux, tu n'as pas l'électricité pour faire l'essai. Nous aussi, ça nous touche, ce problème. Mais d'abord, faisons un peu le point par rapport à la production de l'électricité au Mali. Allez-y. Vous savez que nous avons un sérieux problème par rapport à cette production. Quand vous prenez la répartition nationale, au Mali, nous sommes à 70% sur le thermique. Ça veut dire qu'il faut installer des gros groupes, mettre du carburant là-dedans, produire de l'électricité et vendre aux clients. Ça, c'est déjà un problème. Vu le coût élevé du carburant aujourd'hui, du gasoil, on ne pourra pas continuer là-dessus. Et nous sommes à 70%. Maintenant, quand tu vois l'autre côté, l'importation, avec les voisins, on était à 20%. Aujourd'hui, c'est un peu réduit. Là, c'est une complication pour nous. Quand tu prends les différents barrages que nous avons au niveau de l'EDEM, l'EDEM a ses propres hydrauliques sur lesquelles elle est basée, qui sont à 3%. Donc déjà, il y a un problème. Tu prends les hydrauliques au niveau de l'OMVS, c'est-à-dire les différents barrages que nous avons en commun avec l'OMVS. Là aussi, on n'est qu'à 2%. Pour un pays comme le Mali où il y a le soleil, 11 sur 12, ça pose beaucoup de problèmes. Quand tu prends le système solaire, les différentes centrales solaires que nous avons au Mali, on ne reçoit que 3% de la production qui est injectée dans le réseau. Donc tu vois que c'est un peu compliqué pour nous déjà. Donc que ce soit un boulanger, que ce soit un soudeur, que ce soit un électricien, un journaliste, on est tous confrontés au problème commun. Donc voilà un peu ce que nous vivons. Alors, docteur Abdoulaye Ntiki Konare, vous êtes économiste. Est-ce que vous avez eu à faire des études sur les impacts de ces coupures d'électricité sur le secteur privé? D'accord, merci d'abord de l'invitation et bonsoir à tous. Avant de commencer, c'est un sujet, c'est un thème d'actualité et c'est un thème qui touche aujourd'hui pratiquement tous les Maliens. Et que ce soit le secteur privé ou le secteur public d'ailleurs, on est tous affectés par cela. Mais s'agissant du secteur privé, ce que les chercheurs ont eu à faire ici au Mali déjà, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours, ça je peux l'attester, je fais partie d'un laboratoire où il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés par rapport à ces délestages au Mali. Mais ce qu'on constate de façon générale avec les études qui ont été déjà réalisées, c'est que les premiers à souffrir dans le secteur privé, c'est les PME et les PMI, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes entreprises industrielles. Et ceci a un impact déjà sur leurs revenus. Et cet impact va se prolonger sur
l'employabilité au Mali, ou la disposition de l'emploi au Mali. Parce que si on regarde, il y a des études récentes, je n'ai pas les chiffres, c'est pour cela que je ne vais pas m'hasarder à donner des chiffres, mais il y a des études qui ont montré tout récemment que pas mal de ces sociétés sont pratiquement à la porte de la fermeture. Ou bien, ces sociétés sont en train de faire ce qu'on appelle un chômage technique, c'est-à-dire en mettant certaines personnes à la maison avant qu'ils puissent avoir l'électricité et reprendre leur activité. Donc c'est un mal à gagner important pour l'économie du pays. Et ceux qui ont pu trouver des solutions résilientes, c'est-à-dire fournir des groupes électrogènes ou bien trouver des panneaux solaires pour pouvoir faire leur production, eux-mêmes, ils ne sont plus aussi rentables qu'avant. Parce que le coût du thermique, comme M. Diallo vient de le dire, est exorbitant. Donc la majeure partie d'entre eux ont du mal à tenir et ils sont obligés de couper dans les dépenses. Et le plus souvent, c'est les métiers qui ne sont pas les plus déterminants dans la production qui sont abandonnés. Donc ce qui va créer dans le long terme un chômage qui peut être une crise beaucoup plus profonde dans le pays. Un impact sur l'employabilité destiné au secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises. Est-ce que des informations sont remontées au niveau de votre organisation par les acteurs de ces différents secteurs-là, vous parlant de leurs difficultés? Si des informations sont remontées en longueur de journée à notre niveau, au niveau de l'ASCOMA, au niveau de Redocoma aussi, qui est une association collègue, je sais très bien que ça arrive partout. Et on ne cesse de nous interpeller. D'ailleurs, c'est la causerie phare de tous les grains le matin. Et je vous avoue que là où je suis le matin, quand on arrive, on ne parle que de ça. On ne parle que d'échecs, de celui-ci, d'échecs de celui-là. C'est vraiment le sujet d'actualité. Ça, c'est évident. Tout le monde en parle. Et certains, comme il l'a dit, ont tenté de travailler avec le groupe électrogène. Mais c'est un peu comme si un véhicule qui arrive de France, il y a toujours une 5e roue, qui est la roue de secours, qui a un petit pneu. Mais si vous voulez voyager avec ça et aller à Gao, ça ne marche pas. C'est comme si vous utilisez un groupe. Un groupe, on ne peut pas l'utiliser pour s'éclairer, encore moins pour donner la climatisation. C'est juste un truc de dépannage occasionnel. Mais pratiquement, dans tous les quartiers, vous n'entendez que le ronronnement des groupes. C'est des plaintes. On a rencontré l'ASCOMA. L'ASCOMA a essayé de remonter jusqu'au ministère. On est remonté encore à d'autres services électriques qui s'occupent de ça pour voir le problème avec eux. Et j'avoue qu'on est arrivé pratiquement au même constat, à la même analyse, que tant qu'on ne change pas, qu'on ne sait pas adapter, qu'on n'essaie pas d'adapter le soleil. C'est pas le soleil, c'est pas les panneaux. Les panneaux, quand je les vois, c'est rigolo, les panneaux. C'est différent de... Moi, je vous assure, c'est différent de l'énergie thermodynamique solaire. L'électricien, il sait ce que je dis. C'est... Le Norvège, je l'ai dit, fournit de l'électricité à beaucoup de pays. La France n'utilise pas. Ce n'est pas son problème, parce que la France a des centrales nucléaires. L'Italie est champion dans ça. Le Maroc a sa 2e tentative pour avoir une centrale thermique solaire. Et l'Italie, ça fusionne là-bas, en Espagne aussi. C'est tous les pays qui ont un certain degré d'ensoleillement se tournent vers ça. Mais nos ingénieurs, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas la connaissance, n'arrivent pas à se tourner vers là-bas. Pourquoi? C'est peut-être des orientations politiques ou c'est des manques de vision de l'État. Parce qu'il faut qu'il y ait une vision exprimée par l'État. Il faut qu'il y ait des gens qui soient formés pour le faire, pour apprendre. Au cours de mes études, j'ai essayé de voir tous ceux avec lesquels j'ai étudié, ils sont nombreux. Quand j'étais en Russie, je ne suis pas arrivé à trouver les ingénieurs. Il n'y a que 2 ou 3 que j'ai repérés. C'était pour savoir qu'est-ce qu'ils ont étudié, mais je n'ai pas pu échanger avec eux. Vous étiez Maliens? Des Maliens, oui, oui. Ils étaient Maliens et c'était du temps de choses, donc beaucoup sont venus. Je suis tombé sur l'exemple que j'ai pris, que tout le monde balaie d'un revers de la main. C'est le CRES. Peut-être les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Le CRES, c'est Centre
régional de l'énergie solaire, créé en son temps par Moussa Traoré, et qui avait comme directeur un Moussa Traoré aussi, qui était le directeur de l'énergie solaire. Alors le CRES, c'est quoi? C'est une organisation sous-régionale à Badalabougou qui a opté pour soit on installe le CRES dans votre pays, donc le Malien ne devient pas directeur, on l'installe au Niger et un Malien devient directeur. Moussa Traoré, dont paix à son âme, des deux d'ailleurs sont décédés, le directeur a demandé que le siège soit ici au Mali et qu'on cherche un autre directeur. Le CRES, on l'a à Badala, il a fait beaucoup d'expérimentations qui sont restées lettres mortes. Et c'était pour pallier peut-être à aujourd'hui aux problèmes énergétiques que nous pouvons rencontrer. Mais ça n'a pas été suivi. On a pensé qu'avec le pétrole, on peut s'en sortir. Mais c'est un piège dans lequel on nous a mis. Prenez le pétrole, on a amené tout sur le pétrole, et paf, on vous crée des problèmes. Pour amener le pétrole, vous avez un problème. Vous n'avez pas de véhicule pour transporter, vous n'en produisez pas, vous allez payer, on peut monter chaque fois les prix, il y a les trucs de douane qui s'ajoutent dessus. Et donc, on a un produit, à chaque fois qu'ils veulent ou qu'ils pensent qu'on veut se débarrasser d'eux, ils augmentent le prix. Mais si on adopte le soleil, qui peut nous prouver le soleil? On est l'un des pays les plus ensoleillés d'Afrique. On va aborder la question des solutions à trouver et s'il faut se tourner vers l'énergie solaire. En attendant, on va poser la question à M. Boubacar Nimaga, qui est le directeur de Formalis. Par jour, est-ce que vous évaluez le montant que vous éjectez dans l'achat d'hydrocarbures, notamment dans les essences ou bien gasoil que vous mettez dans vos groupes électrogènes? Monsieur Nimaga, vous êtes avec nous? En attendant d'avoir Monsieur Nimaga au téléphone, nous allons donner la parole à Garaba Diallo, qui est membre de l'association des professionnels en électricité. Vous, est-ce que vous avez une idée du prix ou du montant que les gens éjectent dans les hydrocarbures pour alimenter les différents groupes électrogènes? Bon, en réalité, je n'ai pas les chiffres sous la main, à part que je rencontre quelques clients qui demandent de changer un peu leur système. Ça veut dire qu'à cause du coût élevé du gasoil, ils veulent changer carrément le système. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais sur un système et le client veut carrément arrêter le groupe et installer des systèmes solaires chez lui. Parce qu'il me dit que chaque soir, il est à 30 000. Avant lui, j'avais rencontré un aussi qui me dit que lui, il a 60 000 francs. Mais ça, je crois que c'est des cas individuels. Donc, ça ne nous permet pas de faire, c'est-à-dire un bilan global sur le coût financier. Quoi. Voilà. Mais est-ce que vous constatez que tout cela a un coût pour les particuliers? Le fait de payer des hydrocarbures, est-ce que tous ces coûts n'affaiblissent pas un peu le secteur privé au Mali? Non, pas seulement le secteur privé. Même l'EDEM, ça l'affaiblit. Ce que tu vois, même l'EDEM, ça l'affaiblit. En temps normal, on ne peut pas tourner sur du groupe. C'est-à-dire, un groupe électrogène, c'est juste pour te dépanner pour 1 heure ou bien 2 heures. D'abord, il y a la conception du groupe qui va t'empêcher de continuer longtemps sur le groupe. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la sonorisation qui est un peu gênant. Ensuite, il y a aussi le gasoil qui est polluant. Donc, tu ne peux pas continuer longtemps là-dessus, quoi. Ce que tu vois. Là, l'EDEM produit de l'électricité avec le thermomètre à peu près à 300 et quelques. Et il le vend à 100 francs. C'est déjà une perte. Ça, c'est l'EDEM. Donc, le cas d'un particulier, n'en parlons pas. Chaque soir, tu peux mettre 30 000 francs dans le gasoil pour combien de temps? Et l'électricité, ça vient pendant combien de temps? Donc, partout, que ce soit l'État, que ce soit un particulier, avec le thermique, c'est une perte quand même. D'accord. Nous allons rejoindre M. Nimaga, directeur de Formalis. Par jour, quel est le coût que vous injectez dans l'achat d'hydrocarbures, notamment de gasoil ou d'essence, pour alimenter vos différents groupes électrogènes? Monsieur Nimaga, vous êtes avec nous? Par jour, combien est-ce que vous dépensez pour l'achat des carburants pour les différents groupes électrogènes, pour alimenter les groupes électrogènes? Bon, ça dépend par jour, 30 000 à 25 000 de gasoil par jour. Par jour. Est-ce que l'achat de ces gasoils impacte sur le prix de vos services que vous offrez?
Est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, on a acheté 30 000 francs de carburant? Est-ce qu'il faut que cela se répercute sur le prix des services que vous offrez? Non, même pas. Donc, les prix restent inchangés chez vous? Oui, les prix restent toujours les mêmes prix. Mais comment est-ce que vous parvenez alors à combler le vide? Si vous n'augmentez pas le prix du service, vous achetez encore du carburant. Il y a un coût supplémentaire sur vos activités. Comment est-ce que vous parvenez à trouver l'équilibre, le juste milieu? Vous ne vendez pas à perte? On est obligé de le faire parce que si on n'a pas fait, on ne peut pas travailler comme ça. Tu vois, non? Donc, on est obligé. Comme les produits, c'est le prix qui est fixé avec les télécelles. Donc, comme ça, nous, ce qu'on gagne avant, maintenant, là, on ne gagne plus. C'est bon, non? D'accord. La même question, je vais la poser au docteur Abdoulaye Tigui Konaré, qui est économiste. Alors, monsieur Konaré, vu l'achat d'hydrocarbures par les différentes entreprises, est-ce que cela ne répercute pas un peu sur le prix des produits ou bien des services que ces entreprises-là offrent? Bon, merci pour la question. Mais bon, pour l'instant, on ne constate pas trop le changement de prix comme le monsieur vient de le dire. Les prix restent pour l'instant stables. Mais ce qu'on peut dire sur le plan économique, si ça dure assez longtemps, on sera buté à un phénomène en économie qu'on appelle l'inflation, qui va faire en sorte que les prix vont grimper d'eux-mêmes. Parce que la personne qui reçoit le produit, il est obligé de faire une marge pour pouvoir être rentable et pouvoir dépenser ce qu'il faut pour pouvoir continuer son activité. Mais s'il est confronté à un coût supplémentaire qui va faire en sorte que ces produits ne seront plus rentables et qui va être à perte, certainement que soit il décide d'arrêter de produire ou bien de vendre le produit en question, ou bien il va essayer de pouvoir licencier, comme je viens de vous le dire, dans les métiers qu'il n'utilise pas beaucoup trop ou dont il peut se passer, ou bien tout simplement, il va augmenter le prix. Et là, ça serait un manque à gagner énorme pour l'État, surtout, parce que vous êtes, comment dirais-je, pas sans savoir que l'État perçoit ses impôts par rapport aux différentes déclarations des différentes entreprises. Et si ces entreprises ne déclarent pas de bénéfices assez importants, ceci peut impacter sur le paiement des impôts et les recettes fiscales dans le long terme. Et ceci peut poser énormément de problèmes sur la stabilité des prix dans le pays. Et cette stabilité de prix aussi peut avoir d'autres conséquences beaucoup plus graves. Parce que lorsque le revenu diminue, il y aura diminution de l'épargne au sein des ménages. C'est-à-dire les banques ne pourront plus recevoir assez d'épargne. Et le manque d'épargne aussi a une répercussion économique sur l'investissement. Et quand il n'y a pas d'investissement et que le taux d'investissement est au ralenti, ça touche directement le taux de croissance dans un pays. Ce qui fera en sorte que le pays peut être confronté à une diminution des taux de croissance dans les années ou dans les mois à venir. Donc c'est un peu ça, les répercussions dans l'immédiat. Donc la baisse des revenus va entraîner des dépenses supplémentaires. Et ces dépenses supplémentaires-là vont avoir des conséquences sur le chômage, mais aussi sur les recettes fiscales, mais aussi sur l'épargne et les investissements du pays, de façon générale. Alors, Monsieur Cheikh Abdelkader Fofana, vous êtes membre de l'association des consommateurs. Aujourd'hui, pour avoir de l'énergie, le secteur privé et les particuliers se sont rabattus sur les groupes électrogènes qui est un peu polluant et qui a un coût, ou sur l'énergie solaire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la solution pour sortir de cette crise énergétique au niveau du secteur privé, il faut essayer d'être indépendant sur ce plan-là, sur le plan énergétique, essayer de se dissocier un peu des branchements de l'EDM et créer sa propre source d'énergie? Et je pense que c'est une solution qui n'est pas tout à fait envisageable.
Parce que pour avoir sa propre énergie, il y a une propre base d'abord qu'il faut avoir. Et je ne vois pas quel est l'opérateur qui a les reins solides pour pouvoir lui-même assurer cela. Je pense que le seul secteur qui profite, en fait, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est la vente des glaces. De 25 francs, ils sont partis à 250. Ils se frottent les mains. Bon. Mais c'est une spéculation plutôt qu'un gain. Au-delà de ça, je ne vois même pas quel autre secteur peut s'en sortir ou avoir son propre groupe électoral. Je ne vois pas très bien. Comme je l'ai dit au début, il est indispensable que nos cadres réfléchissent à la solution nationale. Parce que l'électricité, c'est un problème qui se pose de façon transversale à tous les secteurs de l'économie. Et tout le monde intervient là-dedans. Exemple, si vous allez dans un tribunal, vous êtes surpris pour avoir un acte de naissance. Souvent, vous passez une semaine à aller chercher. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas faire la saisie, encore amener au greffier pour qu'il signe. Vous voyez, un petit truc de 200 francs qui va te prendre une semaine pour le faire. Donc, on ne peut pas demander au tribunal d'avoir sa propre énergie. C'est une solution nationale qu'il faut envisager. Et c'est les spécialistes qui doivent se mettre à ça. Je prends l'exemple s'il y a, je ne le souhaite pas, une inondation. Mais on met tout de suite les architectes et les constructeurs à contribution pour avoir des logements moins chers, pour essayer de résoudre ce problème, cette catastrophe naturelle qui se pose à nous. Alors, si c'est l'énergie, on ne peut se rabattre que sur ceux qui ont fait les études. J'ai parlé du Norvège, je n'insiste pas là-dessus, mais quand vous voyez tous les fonds d'investissement, je me suis amusé à regarder, tous les fonds d'investissement que vous voyez à travers le monde, il n'y a pas un seul fonds où il n'y a pas des fonds norvégiens, où les Norvégiens n'injectent pas l'argent. C'est l'argent de quoi? C'est l'argent du pétrole, c'est l'argent du gaz qu'ils n'utilisent pas. Ils mettent dans des crédits pour les générations à venir. Et eux, ils s'éclairent avec le soleil. Alors, je ne vois pas comment nous ne va pas essayer de faire ça. Donc, les fonds d'investissement, même si nous on va trouver des gens qui ont mis dans le pétrole, comme les Saoudiens, comme les pays arabes. Et d'abord, il arrive des mois où ils limitent la production. Quand il y a un certain nombre de produits, donc tu ne peux pas produire plus de tant de barils. C'est pour faciliter la hausse. C'est comme si un secteur privé, vous essayez d'augmenter vos prix, pas de problème. Les gens vont se tourner vers une autre personne. Ou si vous restez à votre prix, vous chutez, vous fermez, le seul concurrent qui reste, il va monter ses prix. Voilà, donc c'est un peu difficile de trouver sa propre solution à ça. Alors, M. Garaba Diallo, vous êtes du même avis, c'est difficile d'être indépendant sur le plan énergétique pour les entreprises privées. Essayer de trouver sa propre source d'énergie. Moi, à mon avis, oui. L'indépendance énergétique, ça coûte cher. Mais on peut le faire. On peut le faire, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi, j'ai une entreprise, par exemple, qui ne produit pas. Une entreprise, pas un bureau. Une entreprise de BTP, j'ai mon bureau, 5, 6 bureaux, 4 climatiseurs, 8 climatiseurs. Il n'y a pas de problème. Si je me prépare financièrement, je peux à partir d'un moment vraiment installer des systèmes solaires dans le bureau avec des batteries. C'est-à-dire même pas des grandes batteries, parce que très généralement au Mali, l'administration ne fonctionne pas la nuit. Le jour, j'ai un système qui est là avec quelques batteries. À partir des panneaux, je fais des injections réseau le jour. Je travaille toute la journée et les batteries qui sont là juste pour l'autonomie, la nuit, le gardien va allumer le luminaire pour pouvoir la sécurité et sécuriser les lieux. Ça, c'est un. Deuxièmement, si c'est le cas d'une industrie, il n'y a pas de problème. Tu as ton usine. Depuis les études de faisabilité, tu prévois un budget. Un budget, c'est-à-dire d'indépendance énergétique là-dedans. Moi, aujourd'hui, je vais investir 5 à 6 milliards pour faire une industrie. Maintenant, tu essaies de faire un devis aussi, voir comment tu peux te trouver les moyens pour pouvoir installer des systèmes solaires dans l'industrie. Là, l'industrie, c'est de gros moyens, franchement, parce que c'est des moteurs tournés, des moteurs sur l'énergie solaire, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Il suffit que tu aies la superficie pour pouvoir installer les panneaux. Maintenant, nous, c'est quoi?
En réalité, ce truc, nous n'avons pas en réalité, c'est-à-dire une politique qui fait, c'est-à-dire l'électricité, je veux dire que c'est une volonté politique. En réalité, l'électricité, c'est une volonté politique. C'est comme l'agriculture, c'est comme le transport, c'est comme l'armée. Tu es là, c'est-à-dire qu'on décide, les décideurs prennent la décision, ils disent que, bon, écoute, à partir d'aujourd'hui, voilà un programme que nous allons mettre en place. Dans les 3 années à venir, nous, on ne va plus payer du gasoil. On ne va plus payer d'électricité ailleurs. Cet argent, on le garde, on donne à l'EDM. Bon, écoute, voilà ce que le pays a décidé. Nous, on veut désormais des centrales solaires. Maintenant, le directeur, on lui remet le programme, il commence à faire l'étude. Qu'il soit sur place ou bien relevé par un autre directeur, tu viens, tu n'as pas changé ce programme. Tu mets le même programme pendant 3 ans, pendant 4 ans, et on verra la suite. Mais si à chaque fois qu'un directeur doit venir avec un nouveau programme, ça veut dire qu'en réalité, nous, déjà, on n'a pas de programme. Donc ça, c'est beaucoup compliqué. Ça, c'est le cas général. Maintenant, le cas individuel, chacun est libre de faire son choix énergétique. Comme le pays aussi, aujourd'hui, doit faire un choix énergétique. Parce que le thermique a montré déjà ses limites. Hein. Et plus on va avec le thermique, plus c'est le chaos. On ne peut plus continuer avec le thermique. Il faut payer les grands groupes, il faut faire l'entretien, il faut faire des suivis permanemment, il faut c'est polluant. Est-ce que tu vois? Donc, moi, à mon avis, les groupes électrogènes, le thermique a montré ses limites. On arrête avec ça aujourd'hui. On essaie de faire un nouveau choix énergétique et puis continuer. Alors, votre co-débatteur pose une question ou bien une problématique depuis le début de l'émission, c'est à savoir pourquoi ceux qui ont fait des études, ceux qui ont un bagage concernant les histoires d'électricité, d'hydrocarbures, ceux qui sont vraiment du domaine, est-ce qu'ils ne parviennent pas à proposer des solutions idoines aux autorités? Non, en fait, la proposition est que la meilleure proposition, c'est celle que l'État a faite. Il a parlé de CRES, le Centre régional d'énergie solaire. Moi, je connais le centre à Badlabour, je suis passé une fois à voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je ne sais pas, le problème de l'électricité, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on décide, on quitte carrément le thermique, on va sur l'énergie solaire. Il y a des gens au Mali qui ne connaissent que ça seulement. Moi, je connais des ingénieurs en énergétique. Donc, c'est des Maliens. Ils viendront de nulle part. Aujourd'hui, les travaux d'électricité solaire qui se passent au Mali, c'est les Maliens qui le font. On fait des grands travaux ici, on n'en doute même pas. Mais maintenant, avec l'État, c'est un autre niveau. Moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui, aller avec un programme à l'EDM, dire que bon, voilà un programme, il faut l'appliquer. Je suis qui? Je ne suis pas agent EDM, je ne suis pas fonctionnaire de l'État, je ne suis pas conseiller en énergie, c'est un peu compliqué. Mais, de toute façon, je ne sais pas. Nous, on ne peut rien faire. C'est ce que je veux dire, on ne peut rien faire. On ne peut qu'assister. Mais on peut faire des propositions. Par exemple, ça, c'est une proposition que je suis en train de faire. Oui. Mais au-delà de ça, j'ai quel moyen d'aller rencontrer qui lui demander de faire un truc sur le soleil? Je suis limité. On a fait beaucoup de propositions de 2020 à aujourd'hui. Pratiquement, j'ai participé à peu près à 18 débats sur l'électricité. Wow. Et on a toujours fait des propositions. Oui. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Au-delà de ça, madame, on ne peut rien faire. Hein? Alors, monsieur Konari, des propositions ont été faites par les experts, mais pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à sortir de cette crise énergétique? Merci pour la question. J'écoutais passionnément tout ce que les experts dans le domaine disaient. Mais selon les études que nous avons eu à faire, ces derniers temps, il y a eu des solutions de résilience. C'est-à-dire, il y a certaines entreprises qui essayent de pouvoir continuer à produire grâce à des alternatives mixtes. Par exemple, je connais pas mal d'entreprises qui ont des groupes électrogènes qui fonctionnent pendant 8 heures. Et ensuite, maintenant, le solaire prend le relais. Ou bien le solaire commence la journée, comme il y a beaucoup d'ensoleillement en ce moment, et le thermique continue. Donc il y a pas mal de systèmes aujourd'hui. D'ailleurs, cette crise nous a permis de découvrir ou redécouvrir le soleil. Le solaire plutôt. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de voir un Malien, surtout dans les grandes agglomérations, qui ne s'intéresse pas trop au mode de fonctionnement du solaire. Or qu'auparavant, c'était presque méconnu
du commun des citoyens. Donc déjà, cette crise nous amène tous à réfléchir pour aller vers le solaire. Mais le problème, c'est que le solaire, comme mes collègues l'ont dit ici sur ce plateau, c'est un problème de coût. C'est excessivement cher. Plus cher que les groupes électrogènes. C'est excessivement cher par rapport aux groupes électrogènes. Vous confirmez, M. Diallo? Parce que, par exemple, ce qu'un groupe électrogène de 1 million à peu près peut faire, pour pouvoir avoir son équivalent en solaire, il faut au moins 4 millions à 5 millions. Donc le coût est exorbitant, ce qui fait que les gens ont du mal à pouvoir aller vers ça. Bon, nous, également, on est confrontés à un autre problème, c'est que nous ne détenons pas la technologie. Ces plaques solaires que vous voyez, la majeure partie viennent de l'extérieur. Oui. Ces batteries, la majeure partie viennent de l'extérieur. J'ai été confronté au même problème. On a plusieurs entreprises même qui ont été confrontées au même problème. Entre le mois de février et le mois d'avril, il y a eu rupture de batteries sur le marché. Je ne sais pas, le professionnel dans le domaine est là. Il y avait très peu de batteries. Et les gens étaient obligés de commander et d'attendre. Et ensuite, le marché a été inondé de batteries. Et tout le monde, bon, ceux qui peuvent se permettre, se sont procurés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les commerçants, maintenant, pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus rentable, ils ont augmenté les prix. Vous voyez, aujourd'hui, les batteries qui étaient à 160 000, 170 000, on ne peut pas les avoir à moins de 200, 215 000, 225 000. Pour ne pas citer de marques et autres, vous avez des professionnels ici, ils vont pouvoir attester cela. Même si moi, par exemple, j'étais tenté de mettre des batteries chez moi et que c'était 160 000 et que je trouvais que c'était abordable, si le prix grimpe du jour au lendemain à 225 000, je vais me poser des questions. Les prix des panneaux, je pense que c'était dans l'ordre de 25 000. Aujourd'hui, les panneaux casse, comme le commun des Maliens utilise, sont passés à 35 000, sinon même 40 000 à une époque. Ce qui fait que le prix est devenu trop exorbitant. Et le principal problème, pourquoi on n'arrive pas à pouvoir aller vers ceci, ce ne sont pas des solutions dans le court terme. Ce sont des solutions peut-être dans le long terme qu'il faut envisager, mais il faut trouver d'abord des plans d'urgence pour pouvoir faire en sorte que les sociétés qui sont à l'agonie puissent s'en sortir et même qu'il y ait une amélioration. Moi, je trouve que pendant la période du Ramadan, les gens avaient un programme fixe et on pouvait se programmer. Par exemple, si on te dit c'est de telle heure à telle heure que l'électricité doit venir, bon, ça avait du mal à être respecté dans certains endroits, mais globalement, ça a été respecté. Et ce qui fait que nous avions la possibilité de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et ces objectifs nous ont permis de pouvoir calmer un peu l'ardeur des populations. Ça leur a permis de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent au moins avoir la possibilité d'avoir l'électricité pendant 6 heures. Mais si vous êtes par exemple dans une société, vous ne savez pas l'heure à laquelle l'électricité va venir. Surtout, je prends l'exemple par exemple des soudeurs. J'ai vu des soudeurs qui dorment dans leur atelier parce qu'ils ne savent pas à quelle heure l'électricité va venir. Donc, ils sont obligés de veiller souvent et des fois même faire 2 ou 3 nuits hors de leur foyer. Et ça, c'est très, très, très difficile. Donc, je pense que la solution idoine, ce serait de trouver un plan d'action d'urgence. Ce plan d'action d'urgence, comme toute crise dans le monde, c'est l'État qui doit prendre sur lui-même en faisant en sorte que on puisse avoir du carburant pour alimenter ces centrales thermiques. Et un autre problème que ces centrales thermiques ont en ce moment, avec les différentes canicules, les degrés qui sont enregistrés aujourd'hui, nous avons du mal, ces centrales ont du mal à pouvoir fonctionner efficacement. Parce que vous le savez, comme avec le groupe électrogène, lorsque ça fonctionne pendant une durée assez longue, ça chauffe plus le soleil, ça va faire en sorte que l'efficacité diminue. Et ces centrales-là sont obligées d'éteindre pendant un bout de temps pour pouvoir reposer et ensuite redémarrer. Donc faire en sorte que ces infrastructures-là, qui datent de très longtemps, puissent être renouvelées
petit à petit. Parce que la solution n'est pas une solution immédiate qu'on peut trouver tout de suite, mais on peut trouver une solution qui peut amener une certaine amélioration et dans le futur partir vers le thermique. Mais mes co-débatteurs ne l'ont pas évoqué, mais pourquoi pas l'éolienne? Aujourd'hui, le Mali, surtout vers le nord, nous avons des vents qui soufflent énormément et que nous pouvons exploiter. Vous avez également, comment ça s'appelle encore, l'hydrogène qui est en gestation, les gisements d'hydrogène qui sont en gestation aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire des centrales basées sur l'hydrogène? Ça peut être également une solution à mettre en place. Également, je trouve, moi, à mon humble avis, que les centrales hydrauliques sont très peu profitables au Mali. Nous avons 2 barrages, mais malheureusement, nous avons très peu de fourniture d'électricité de ces barrages-là. Pourquoi ne pas renégocier sous cela? Je ne vais pas vous couper, mais il ne nous reste plus assez de temps. Nous allons donner la parole à Boubacar Nimaga, qui est le directeur de Formalis, pour qu'il nous donne des solutions pour sortir de cette crise ou bien des propositions d'adaptation pour le secteur privé. Alors, monsieur Boubacar Nimaga, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour diminuer ou bien atténuer cette crise énergétique sur le secteur privé? Bon, ce que moi je voulais, c'est trouver une solution pour le problème de l'électricité là. Sinon, vraiment... Quelle solution? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Bon, ce que le monsieur m'a dit tout de suite là, avec les panneaux là, c'est pas facile. Oui. C'est à cause de ça, on va acheter les groupes électrogènes parce que les dépenses entre les groupes électrogènes et les panneaux, c'est les groupes électrogènes qui est moins cher. Tu vois, non? Donc, il faut que les États vont voir de trouver une solution par rapport aux batteries et les panneaux, de faire des prix pour que tout le monde va avoir ça là. Alors, Cheikh Abdelkader Fofana, selon vous, est-ce qu'il faut changer notre façon de consommer l'électricité? Est-ce qu'il faut faire des économies d'énergie pour sortir aussi de cette crise? Et oui, c'est tout à fait normal. C'est dommage que le débat se termine. Sinon, j'ai trop d'observations par rapport à ce que mon voisin vient de dire. N'est-ce pas? On aura d'autres occasions d'aborder J'ai bon espoir, mais thème. Je reste formel que ce qu'ils proposent, ce n'est pas la solution. Tant qu'on ne passera pas par le thermodynamique solaire, des centrales que l'État va faire, mais pas individuelles. J'ai dit le panneau, c'est une aberration. Quand je vois les panneaux, ça me fait rire. Ça ne sert à rien. C'est un peu comme si vous demandez à un pêcheur de vendre de la viande. C'est votre avis? Ok, allez-y. C'est sûr. De sa proposition. Aujourd'hui, il y a des villes entières qui tournent sur le panneau solaire. Des villes Au Mali? plus que Bamako. Ok. En Asie, tu vas trouver des villes qui sont à 100% sur l'énergie solaire. En Europe, il y en a qui sont plus peuplées que le Mali. Mais quand tu me dis que le système solaire n'est pas la solution, c'est un peu compliqué déjà. Quand on me dit que pour un groupe de 1 million, quand tu veux transférer le données sur le solaire, tu vas à 4 millions. Un groupe de 1 million, aujourd'hui, ça va te servir à quoi? Chaque 30 jours, tu dois vider, tu dois changer les filtres. C'est polluant. Le système solaire est là. La version elle est hybride, automatisée, sans problème, silencieux. Donc ça, c'est plus économique que le groupe électrogène déjà. Et on parle du truc groupe. Ça me fait rire. Ok, donc c'est sur ces mots de nos co-débatteurs que nous allons refermer cette émission dont le thème portait sur crise énergétique au Mali. Le secteur privé serait-il à l'agonie? Et nos invités d'aujourd'hui étaient Boubacar Nimaga, directeur de Formalis, il était au téléphone, Garaba Diallo, membre de l'association des professionnels en électricité Aprema, et Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'association des consommateurs, et enfin Dr Abdoulaye Tigui Konare, économiste. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission réalisée par Imrana Kiloumaïga. La partie technique était gérée par Phyllis Sissoko et Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain, Inch'Allah.